Lorsque la femme d'Henri VIII mourut, il fit des projets pour épouser Jeanne de Naples. Il envoya ses conseillers la rencontrer, mais changea soudainement d'avis. Ces lettres révélèrent cependant la raison glaçante de sa déception. Les Tudors furent parmi les monarques les plus fascinants, puissants et troublants de l'histoire. Le père de la dynastie Tudor transforma l'Angleterre en une puissance, mais ses échecs en tant que père donnèrent naissance à un monstre. Où tout cela a-t-il dérapé? Découvrons-le. La naissance d'Henri VII fut une affaire tragique et éprouvante. Sa mère n'avait que 13 ans à l'époque. L'accouchement fut extrêmement difficile pour le jeune corps de Marguerite. Elle survécut à peine, et cette épreuve la laissa incapable d'avoir d'autres enfants. Mais sa douleur n'était pas seulement physique. Une terrible tragédie rendit l'expérience encore plus difficile à supporter. Henri VIII vint au monde, alors que les guerres des Roses faisaient rage. Et le conflit commença à lui prendre des choses avant même sa naissance. Son père, Edmund Tudor, combattait pour la maison de Lancastre contre la maison rivale d'York. Les Yorkistes le capturèrent peu après que Marguerite fut tombée enceinte, et il contracta la peste et mourut en captivité peu après. Henri VIII ne connut jamais son père, mais les origines scandaleuses de ce dernier eurent un impact considérable sur sa vie. Les Tudors étaient une famille inconnue du pays de Galles pendant la majeure partie de leur histoire. Tout changea lorsque Owen Tudor, dont le courage et les exploits au combat lui valurent une place à la cour en tant qu'écuyer du roi Henri V. Il devait être un homme séduisant, car après la mort d'Henri V, Owen eut une liaison avec la reine elle-même. Certains prétendirent même que le couple se maria en secret. Owen et Catherine eurent un fils, Edmund Tudor, le père qu'Henri VIII ne connut jamais. Mais lorsqu'il s'agit de l'arbre généalogique tordu d'Henri VIII, ce n'est que le début. À la naissance d'Henri VII, si vous aviez dit qu'il deviendrait roi un jour, on vous aurait ri au nez. Mis à part sa grand-mère royale, Henri avait une prétention au trône ridiculement faible. Son seul lien direct avec la lignée royale de succession venait d'Édouard III, qui était son arrière-arrière-arrière-grand-père. Alors, comment diable ce nobody devint-il le roi d'Angleterre, fondant l'une des familles les plus légendaires à avoir jamais occupé le trône? Henri VIII n'était pas le seul Tudor à savoir comment obtenir ce qu'il voulait. Henri VIII n'aurait probablement pas survécu à son enfance sans son oncle, Jasper Tudor. Jasper prit sur lui de protéger la veuve de 13 ans de son frère et leur fils nouveau-né. Tudor les emmena dans un siège au château de Pembroke, où Henri passa la première partie de sa vie. Cependant, il n'était qu'une question de temps avant que le chaos qui engulfait l'Angleterre n'atteigne leurs portes. Les guerres ont tendance à avoir des gagnants et des perdants, et en 1461, il semblait bien que le camp d'Henri était celui des perdants. Édouard IV captura le roi fou Henri VI et revendiqua le trône pour lui-même. Cette nouvelle dut secouer Henri et sa mère, mais les choses allaient empirer. Avec ce nouveau roi yorkiste, les hommes qui avaient combattu pour les Lancastres commencèrent à fuir l'Angleterre pour sauver leur vie. Des hommes comme Jasper Tudor, qui s'enfuit en France, abandonnant le jeune Henri et sa mère à leur sort. Si Henri avait pu profiter de quelques années d'enfance paisible, tout cela était fini maintenant. Un comte yorkiste du nom de Black William Herbert prit le contrôle du château de Pembroke, gardant Henri là-bas comme peu plus qu'un otage. Il n'existe pas beaucoup de documents sur le temps passé par Henri sous la garde de Black William, mais en tant que Lancastre avec du sang royal dans les veines, Henri était en grand danger. Les nouveaux dirigeants yorkistes pourraient décider d'éliminer complètement la lignée lancastrienne, et cela inclurait le jeune Henri Tudor. Mais voici le truc avec les guerres des Roses. Les fortunes changeaient rapidement, et le tour de manège d'Henri ne faisait que commencer. Le célèbre roi Henri VIII grandit dans le luxe.
Son père n'aurait pas pu avoir une vie plus différente. Il passa 8 longues années à vivre sous le joug de l'ennemi, ne se sentant jamais vraiment en sécurité. En 1469, il avait 12 ans et n'avait connu que la captivité. Eh bien, ses souffrances touchaient à leur fin. William Herbert fut appelé au combat, où il fut capturé par les forces lancastriennes et exécuté. Les vents commençaient à tourner pour Henri VIII, et la vie allait devenir encore meilleure. Le balancier revint à la maison de Lancastre. En 1470, Richard Neville, le faiseur de roi, parvint à vaincre Édouard IV et à remettre Henri VI sur le trône. L'oncle d'Henri, Jasper, revint d'exil et emmena même Henri vivre à la cour avec lui. Après une enfance aussi misérable, les choses s'amélioraient enfin pour le petit Henri. Puis, en un clin d'œil, tout s'effondra. Le second règne d'Henri VI ne dura que 6 mois. Aussi vite qu'un éclair, Édouard IV revint en force en Angleterre, écrasa la maison de Lancastre, tua le faiseur de roi au combat et reprit le trône. La mère d'Henri, Marguerite, assista à tout cela et vit l'écriture sur le mur. Elle prit alors une décision déchirante. Si Henri s'était senti seul au château de Pembroke, ce n'était rien comparé à ce qui l'attendait. Marguerite Beaufort attendait de grandes choses de son fils, et elle savait qu'il n'irait nulle part en tremblant sous un roi yorkiste en Angleterre. Lorsqu'elle réalisa que son beau-frère Jasper allait de nouveau fuir en France, elle le supplia d'emmener le jeune Henri avec lui. Là-bas, Jasper pourrait lui offrir l'éducation qu'elle ne pouvait pas lui donner, coincé en Angleterre. Dans une séparation dévastatrice, Henri dit adieu à sa jeune mère, ignorant qu'il ne reverrait son visage que 14 ans plus tard. Jasper emmena Henri en Bretagne, où ils vécurent sous la protection du duc François II. François n'aimait guère le roi Édouard IV et protégea Henri ainsi que plusieurs autres exilés lancastriens. Cela valait certainement mieux que de vivre sous Black William au château de Pembroke, du moins pendant un temps. Après 5 ans, François tomba malade. Ses conseillers prirent le relais et virent en Henri et les autres lancastriens une grosse monnaie d'échange. Henri allait être replongé dans la tourmente. Les conseillers de François voulaient donc se faire bien voir d'Édouard IV. Et quoi de mieux que de livrer un groupe d'exilés lancastriens? Les 5 années de liberté d'Henri étaient officiellement terminées. Ou peut-être pas. Voyez-vous, Henri était maintenant un homme. Il avait quelques tours rusés dans son sac. Les envoyés anglais se préparaient à embarquer avec leurs captifs lancastriens quand Henri se tordit soudainement de douleur, se plaignant de crampes atroces. Ses geôliers perplexes lui laissèrent le temps de se remettre. Mais une fois qu'il fut rétabli, la marée s'était retirée et ils avaient manqué leur chance de naviguer. Bien sûr, les crampes n'étaient qu'une ruse pour gagner du temps. Il lui fallait encore un miracle pour sauver sa peau. Heureusement, un miracle arriva. Un ami d'Henri, un jeune noble breton, arriva et annonça que le duc François s'était rétabli et que l'accord était annulé. Les envoyés anglais n'avaient pas l'intention d'écouter, mais dans la confusion de l'arrivée du noble, Henri s'était éclipsé de ses ravisseurs et avait trouvé refuge dans un monastère. Il y resta jusqu'à ce que les Anglais soient forcés de remonter à bord de leur navire et de repartir de l'autre côté de la Manche. Henri VII resta libre pour vivre et combattre un autre jour. Et c'était une bonne chose, car bientôt, toute la maison de Lancastre reposerait sur ses épaules. Les guerres des Roses furent absolument désastreuses pour la maison de Lancastre, du moins au début. En 1483, tous les héritiers mâles avaient péri dans le conflit. Tous, sauf notre ami Henri Tudor. Bien que nous ayons déjà mentionné à quel point sa prétention au trône était risiblement faible, il était tout ce qui restait aux Lancastriens. Ses chances étaient minces, mais si Lancastre voulait reprendre le trône,
il était leur seul espoir. Puis, après les événements tristement célèbres de 1483, ses chances s'améliorèrent considérablement. Il semblait à presque tout le monde en Angleterre que les guerres des Roses étaient terminées depuis longtemps. Mais il n'avait pas pris en compte Richard III. Quand Édouard IV mourut, son frère Richard fit l'impensable. Il vola le trône aux enfants d'Édouard, les héritiers légitimes. Il enferma les garçons dans la tour de Londres et devint le roi Richard III. Ses neveux ne furent plus jamais vus ni entendus. Beaucoup en Angleterre, loyaux à Édouard, méprisaient Richard III pour sa traîtrise. Des nobles à travers le royaume étaient prêts à se soulever et à reprendre le trône à cet usurpateur. Henri VIII n'avait pas vu sa mère depuis plus d'une décennie, mais cela ne signifie pas qu'elle l'avait oublié. Marguerite Beaufort s'était peut-être remariée avec un Yorkiste pour sauver sa peau, mais elle restait une Lancastre dans l'âme. Elle promut activement l'idée que son fils Henri, le dernier prétendant lancastrien au trône, pourrait arracher le trône à Richard III. Elle avait même un plan brillant pour y parvenir. Les Lancastriens détestaient Richard III, et tous ceux qui appréciaient son frère aîné le haïssaient aussi. Marguerite Beaufort y vit une opportunité. Elle fit promettre à Henri VIII d'épouser Élisabeth d'York, la fille d'Édouard. C'était le meilleur des deux mondes. Henri de Lancastre et Élisabeth d'York deviendraient roi et reine, unissant les deux maisons et mettant enfin un terme aux guerres des Roses. Bien qu'ils ne se fussent jamais rencontrés, Henri s'engagea à épouser Élisabeth d'York lorsqu'il reviendrait en Angleterre. C'était un bon plan, mais un obstacle majeur se dressait sur son chemin. Il s'appelait Richard. Richard III était l'un des hommes les plus impitoyables de l'histoire, et il n'allait pas laisser un jeune insolent lui prendre son trône. La première fois qu'Henri tenta de débarquer en Angleterre, Richard l'attendait. L'invasion échoua immédiatement. Le plus grand allié d'Henri, le duc de Buckingham, fut capturé et exécuté, et Henri dut fuir de nouveau en France. Peu après cette première invasion désastreuse, Henri tenta une nouvelle fois. Cette fois, il réussit à débarquer au pays de Galles, avec son oncle Jasper et une petite force d'hommes. En marchant vers l'ouest en direction de l'Angleterre, il attira plus de partisans. Après tout, il était gallois. Lorsqu'il atteignit l'Angleterre, il avait rassemblé une force modeste d'environ 6000 hommes. Cela ne suffisait probablement pas pour affronter Richard III, mais c'était tout ce qu'Henri avait. D'une manière ou d'une autre, les guerres des Roses allaient bientôt prendre fin pour de bon. Quand Henri VIII rencontra Richard III à la bataille de Bosworth Field, les choses ne semblaient pas bonnes. Les hommes de Richard surpassaient largement en nombre ceux d'Henri. De plus, Richard disposait d'une seconde force, dirigée par le comte de Northumberland. Et pour couronner le tout, Richard III était un guerrier aguerri, alors que le jeune Henri n'avait jamais vu de combat. Même lorsque les forces d'Henri semblaient ne prendre l'avantage, Richard ne paniquait pas. Il fit simplement signe au comte de Northumberland de rejoindre le combat. Et c'est là que les choses devinrent intéressantes. Pour des raisons qui restent mystérieuses à ce jour, le comte de Northumberland ne rejoignit jamais la bataille de Bosworth Field. Au lieu de cela, il laissa Richard et Henri s'affronter seuls. Quand Richard réalisa que l'aide ne viendrait pas, il décida qu'il devait mettre fin à la bataille immédiatement, sous peine de tout perdre. Il regarda à travers le champ de bataille et repéra la bannière du jeune Henri Tudor flottant à proximité. Richard rassembla sa garde personnelle et chargea directement vers la bannière. Il voulait éliminer son rival lui-même, et il s'en approcha de très près. Alors que la bataille tournait mal, Richard savait que la manière la plus rapide d'y mettre fin était de tuer Henri lui-même. Mais bien qu'Henri n'égalât pas le guerrier qu'était Richard, il restait aussi rusé qu'il l'avait toujours été.
Il vit Richard charger vers lui et sauta de son cheval pour se cacher parmi ses hommes. Richard traversa la garde d'Henri, tuant son porte-étendard. Richard se battit comme un possédé. Puis il trouva enfin celui qu'il cherchait, le terrifié Henri Tudor, presque sans défense. Richard III se battit jusqu'à se retrouver à portée d'épée d'Henri Tudor. Quelques pas de plus, et toute la dynastie Tudor aurait été effacée de l'histoire. Mais les hommes d'Henri se remirent de la charge de Richard, entourèrent leur protégé et repoussèrent lentement le roi détesté. Richard, qui avait été si près, se retrouva de plus en plus loin de sa proie. Depuis la sécurité de son cercle de garde du corps, Henri Tudor observa Richard III s'éloigner dans la distance. Puis, il disparut complètement. Pourtant, Richard III refusa de céder. Il rassembla ses hommes restant autour de lui et rugit « Que Dieu m'empêche de reculer d'un seul pas. Je gagnerai la bataille en tant que roi ou je mourrai en tant que tel. » Et c'est exactement ce qu'il fit. Un par un, les forces d'Henri Tudor tuèrent les gardes du corps de Richard. Le porte-bannière de Richard perdit l'usage de ses jambes, mais continua de brandir la bannière d'York jusqu'à ce qu'un des hommes d'Henri le transperce. Les amis proches et les plus grands guerriers de Richard furent éliminés un par un jusqu'à ce qu'il ne reste que le roi. Pourtant, Richard continua de se battre, criant prétendument un seul mot à répétition. Traîtrise, cela n'avait pas d'importance. Les hommes d'Henri l'entourèrent, et l'un d'eux enfonça une hallebarde dans le casque du roi si fort qu'il lui écrasa le crâne. La bataille était terminée. Contre toute attente, Henri Tudor avait gagné. Ou devrais-je dire, le roi Henri VII d'Angleterre, père de la dynastie Tudor. Pourtant, bien que les combats fussent terminés, Henri VII ne faisait que commencer. Le premier acte d'Henri, en tant que roi d'Angleterre, fut subtilement brillant. Il se déclara roi par droit de conquête, rétroactivement daté au 21 août 1485, la veille de la bataille de Bosworth Field. Cela signifiait que quiconque avait combattu contre Henri lors de la bataille était techniquement coupable de trahison. Cependant, Henri déclara qu'il pardonnerait à quiconque lui jurerait fidélité, leur permettant de conserver leurs terres et leurs titres. En un instant, Henri VII obtint que la grande majorité de ses ennemis lui prêtent serment. Mais une fois cela fait, il devait encore tenir une promesse. Avec son trône sécurisé, Henri tint sa parole et épousa Élisabeth d'York, unissant enfin les maisons de Lancastre et d'York. Vous n'avez pas oublié la mère intrigante d'Henri, Marguerite, n'est-ce pas? Rendons à César ce qui est à César. Marguerite Beaufort, autrefois une veuve démunie de 13 ans avec un fils nouveau-né, avait manipulé les événements dans l'ombre jusqu'à ce que ce garçon devienne le roi d'Angleterre. Cependant, maintenant qu'elle avait réussi, elle n'allait pas se contenter de jouer les seconds rôles face à une quelconque Élisabeth. Marguerite s'assura de porter des vêtements aussi somptueux que ceux d'Élisabeth et ne marchait qu'à un demi-pas derrière la reine. Je suis sûr qu'Henri se sentit extraordinaire en retrouvant sa mère après 14 ans et en tant que roi, rien de moins. Mais Henri avait peut-être oublié à quel point sa mère pouvait être interventionniste. Surtout dans les premiers jours de son règne, la mère d'Henri avait son mot à dire sur presque toutes les affaires de la cour anglaise. Son influence était si évidente que même les visiteurs étrangers remarquaient à quel point la mère du roi avait de pouvoir. Elle quittait aussi rarement le côté de son fils. J'espère qu'elle lui laissait un peu d'intimité, car maintenant que le trône d'Henri était sécurisé, il avait une chose en tête, faire des bébés. Henri savait qu'une couronne revendiquée par la conquête n'était jamais vraiment sécurisée. Si vous preniez le trône par la force, qu'est-ce qui empêcherait quelqu'un d'autre de faire de même? Ainsi,
la première priorité était d'avoir un fils. De cette manière, s'il lui arrivait quelque chose, il aurait au moins un héritier. Henri nomma son premier-né Arthur. Il espérait que le petit Arthur perpétuerait son nom et aiderait à faire des Tudors l'une des plus grandes dynasties d'Angleterre. Henri VII était un homme profondément paranoïaque. En 1490, un jeune homme apparut, prétendant être Richard de Shrewsbury, l'un des princes de la Tour dont Richard III avait volé le trône toutes ces années auparavant. S'il était vraiment celui qu'il prétendait être, il avait certainement une meilleure prétention au trône qu'Henri VII. Ce nouveau rival conclut un accord avec le roi d'Écosse et planifia une invasion de l'Angleterre. Richard de Shrewsbury débarqua à Cornwall avec quelques milliers de soldats pour tenter de prendre le trône d'Henri VII. Mais il n'y aurait pas de retournement de situation cette fois. Les troupes d'Henri réglèrent rapidement le sort de cette nouvelle force et capturèrent le mystérieux prince. Le prince Arthur était la prunelle des yeux de son père. Il était gentil, doux et, selon les dires, extrêmement beau. Il représentait l'avenir des Tudors, et Henri, comme Élisabeth, chérissait ce garçon délicat. Il était aussi leur atout le plus précieux lorsqu'il s'agissait d'alliances politiques. Ainsi, le roi et la reine se mirent à chercher une épouse pour leur fils. Après les guerres des Roses et la guerre de Cent Ans, l'Angleterre avait besoin d'alliés. La France était évidemment hors de question. Alors, Henri se tourna vers l'Espagne. Il suggéra que son fils Arthur épouse la fille du roi d'Espagne, Catherine d'Aragon. Au début, il semblait qu'Arthur et Catherine vivaient une romance de conte de fées. Arthur était un romantique incurable et écrivait des lettres d'amour passionnées à sa future épouse, qui les lui rendait en retour. Mais ils n'étaient que des adolescents et devaient attendre d'atteindre l'âge adulte avant de pouvoir se marier. Puis, en 1501, Arthur atteignit ses 15 ans, et le moment était enfin venu. Les deux, fiancés et fiancées, étaient ravis. S'ils avaient su ce qui les attendait. Vêtus de satin blanc luxueux, le prince Arthur et la princesse Catherine se marièrent dans la cathédrale Saint-Paul à la fin de l'année 1501. Ce fut une affaire extravagante, avec beaucoup d'éclat, et une chorale d'enfants chantant pour le nouveau couple. Mais quand la nuit tomba, la soirée prit une tournure étrange. Aucun mariage royal n'était complet sans une cérémonie de coucher. Ces cérémonies de coucher étaient destinées à prouver la consommation du mariage. Le dernier enfant d'Henri et Élisabeth, Catherine, mourut quelques jours après sa naissance, mais les parents n'eurent pas le temps de la pleurer. Élisabeth contracta une infection postpartum et luttait à peine pour rester en vie. Elle tint bon pendant 9 jours éprouvants, mais il n'y avait pas de rétablissement cette fois. Élisabeth d'York décéda le 11 février 1603, moins d'1 an après Arthur. Ces deux pertes successives brisèrent Henri pour de bon, et son règne entra dans une nouvelle ère sombre. Avec sa femme disparue, Henri VIII ne se souciait plus que de 2 choses, l'argent et le pouvoir. Henri recourut aux méthodes les plus impitoyables imaginables pour extorquer jusqu'au dernier sou à son peuple. Je doute qu'Élisabeth d'York aurait aimé l'homme qui était devenu son mari, mais elle était partie. C'était probablement une bonne chose, car ainsi, elle n'eut jamais à voir qui il envisageait d'épouser ensuite. Entre la perte de son fils et de sa femme, Henri VIII n'avait probablement pas beaucoup de temps pour penser à la princesse espagnole errant dans sa cour. Catherine d'Aragon, la veuve adolescente de son fils, était toujours en Angleterre. Mais avec la disparition du prince Arthur, l'alliance espagnole d'Henri était en péril. Alors, il conçut un plan troublant pour la sauver. Henri était maintenant veuf, et sa jeune belle-fille, une veuve. Il voulait toujours que quelqu'un de sa famille l'épouse pour assurer une alliance espagnole. Voyez-vous où cela mène?
Pendant un temps, Henri envisagea d'épouser lui-même Catherine d'Aragon, malgré le fait qu'elle était des décennies plus jeune que lui, et la veuve de son propre fils. Henri avait marié Catherine d'Aragon à son fils, mais ses conseillers pensaient qu'il avait encore besoin d'une nouvelle reine. Ils présentèrent plusieurs excellentes candidates diplomatiques, comme la reine de Castille et la duchesse de Savoie. Finalement, il se fixa sur la reine Jeanne de Naples. Il envoya ses émissaires à Naples pour rendre compte de son aptitude physique. Mais tout le monde savait que le cœur d'Henri n'y était pas. Ses émissaires n'avaient qu'à regarder sa description de la reine idéale pour le savoir. Quand Henri VIII envoya des ambassadeurs voir Jeanne de Naples, il décrivit ce qu'il recherchait, et c'était déchirant. Sa lettre décrivait simplement sa défunte épouse, Élisabeth d'York, à la perfection. Clairement, Henri ne l'avait pas oubliée, et il ne le ferait jamais. Il ne pouvait tout simplement pas se résoudre à épouser Jeanne. En fait, il ne se remaria jamais. Merci d'avoir regardé History Expose. Si vous aimez découvrir les meilleures histoires de l'histoire, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous. N'oubliez pas de visiter notre page principale, Factat, pour plus de faits incroyables sur tout.